Bonjour Nicolas, merci d'avoir accepté du coup cette interview avec nous au sujet du programme MatTech. Ce que je souhaiterais dans un premier temps, c'est si tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours étudiant. Oui, du coup, je m'appelle Nicolas et je suis entré à la fac d'Orsay en licence, à l'époque c'était le portail MPI en L1. De là, au bout de 6 mois, j'ai rejoint la double licence Math Info que j'ai suivi du coup deuxième semestre de L1 jusqu'à la fin de la L2. Et en L2, j'ai tenté l'aventure d'aller en licence de maths fondamentale, en L3 MFA. Et c'est pas super bien passé. Et du coup, j'ai eu de la chance, j'ai pu me réorienter et revenir en double licence maths info que j'ai fini pour ma L3. Et ensuite, je suis parti, j'ai candidaté du coup dans différents masters de maths et d'info. Et finalement, je suis parti du coup au M1 maths appliquées, donc qui est en partenariat avec l'ENSTA, où en prenant, j'ai pris des spécialités qui étaient plus statistique et optimisation et un peu de proba. Et ensuite, du coup, j'ai commencé cette année la Digital Tech Year, où là, j'en suis en plein milieu à la transition entre les deux moitiés. Comment as-tu entendu parler de ce programme MatTech? Eh ben, c'était l'année dernière, du coup, en M1, j'ai vu passer dans mes mails de la responsable de master une proposition pour candidater via la Fondation Jacques Adamar pour rejoindre le programme MatTech. Donc, je ne savais pas trop bien ce que c'était, à part que c'était censé être plus axé sur l'entrepreneuriat et sur la vie en entreprise, justement. Et du coup, je suis allé me renseigner un peu de mon côté pour voir ce que c'était et ça m'a donné pas mal envie. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie dans cette formation? Alors, ce qui m'a donné envie, il y avait plusieurs choses. Donc, en M1, j'ai fait un stage plutôt de recherche. Et avant, je n'avais pas trop eu l'occasion de côtoyer le monde de l'entreprise. Et donc, c'était un peu la première raison, c'était de me dire que c'était l'occasion ou jamais d'essayer de toucher à ce monde de l'entreprise, de voir comment ça fonctionnait à l'intérieur, de faire du coup des stages en entreprise. La deuxième partie, c'était que bien que j'ai fait la licence d'info, bah, j'ai jamais eu trop l'occasion d'appliquer à des problématiques réelles le machine learning, qui est une des composantes sur lesquelles est axé le programme MatTech. Et du coup, les projets, ça me permettait d'essayer d'appliquer mes connaissances qui étaient plutôt très théoriques à des problématiques qui étaient très concrètes. Et la dernière chose qui m'a donné envie, c'était que j'ai jamais travaillé trop en groupe. Et c'était l'occasion du coup de voir comment j'arrivais à travailler avec des groupes. C'est des projets de cette semaine, donc comment on interagit, parce que forcément, il y a des moments où il peut y avoir des tensions, des moments où tout le monde n'est pas à fond, ce qui est tout à fait normal. Du coup, de voir comment on interagit, comment on gère ça, comment on fait pour rendre un projet où on aimerait bien faire plus, mais on ne peut pas, il y a des contraintes de temps. C'est plein de trucs qu'on n'apprend pas forcément à la fac, mais c'est sympa d'avoir une première expérience pour voir si ça plaît. C'était ça qui me donnait envie. Le fait qu'il y ait cette césure, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Comment tu as pu gérer la prise de décision de faire cette césure? Alors, c'est vrai qu'à la fac, du coup, c'est pas du tout, enfin pas du tout, c'est très peu, c'est très peu recommandé, enfin pas recommandé, mais on encourage très peu le fait de faire une césure. Il n'y a pas enfin, ou à ma connaissance justement, donc il n'y a pas de programme dédié à part là le MatTech qui est avec Centrale. Donc c'est pas quelque chose qui est très courant. Et parce qu'on a la première chose qu'on se dit, c'est ouais, mais là je suis entre le M1 et le M2, il y a une sélection pour arriver en M2. Si je fais un an de pause dans mes études, ça va pas marcher. Je vais perdre des points entre guillemets par rapport à des gens qui arrivaient fraîchement de M1. Et, mais du coup, c'est pas du tout trop comme ça que ça se passe. C'est j'ai déjà candidaté, du coup, j'ai été accepté directement en M2 l'année dernière, où je suis inscrit pour mon année de césure. Donc, j'ai pas de pression à ce niveau-là pour la suite de mes études, ce qui est un premier poids, un premier truc qui n'était pas très clair au début. Et aussi, pourquoi j'avais envie de faire cette césure, enfin une césure,
c'était parce qu'on sortait de 1 an et demi de confinement, de cours à distance, je rencontre personne. Du coup, changer un peu d'air, faire une pause dans juste apprendre et appliquer un peu, avoir des perspectives un peu de déplacement, de rencontrer des nouvelles personnes. C'est un truc qui me motivait pas mal. Mais D'accord. pas de difficulté pour la faire. Donc, comme tu l'as expliqué au début, donc tu as intégré la formation Digital Taker au mois de septembre 2021. Est-ce que tu peux nous donner tes impressions par rapport à cette première partie, comment c'est, comment ça se passe, etc. Alors, ça commence du coup, c'était la dernière semaine d'août. On commence par 2 semaines de formation, une en IA, remise à niveau en IA, parce que tout le monde n'a pas fait d'IA avant, où on a fait plutôt théorique, plutôt appliqué, et du coup, essayer de remettre tout le monde au même niveau. Puis une semaine de formation de design thinking, donc pour apprendre à comment aborder un projet, un contrat que demande une entreprise, essayer d'arriver à bien cerner le problème, à pas tout de suite s'attaquer à la solution, mais vraiment essayer de bien cerner le problème, de trouver tous les tenants et les aboutissants. Donc, les 2 premières semaines, c'était axé sur la formation. Et ensuite, on part du coup sur des projets. Les projets, ça dure 7 semaines. Donc à chaque fois, c'est pour une entreprise différente. Et le but, c'est de développer un produit minimum, donc qui peut aller, ça peut être des choses très variées. Par exemple, dans ce que j'ai pu faire, c'était développer des idées pour connecter pour que des voitures puissent communiquer directement entre elles sans passer par Internet, ou encore faire de la détection d'anomalies avec du machine learning. Donc, ça peut être très varié. Et justement, cette variété, moi, je l'ai trouvée très sympa, mais il faut faire attention que le programme MadTech, ce n'est pas uniquement de l'IA, il y a aussi une partie tech, où vraiment, il y a pas mal de développement web, d'IoT, il peut y avoir de la cybersécurité. Et donc, il y a un panel de choix qui est assez large, et ça peut être très intéressant justement, pour découvrir un peu des nouveaux horizons auxquels on ne pense pas, qu'on peut trouver super sympa. Donc là, j'ai fait 3 projets de cette semaine. Il y avait une semaine de vacances à Noël. Et je pars pour 6 mois de stage, du coup, derrière, pour partir à Montréal. D'accord, donc là, tu as déjà trouvé ton stage. Est-ce que c'était compliqué à trouver le stage? Tu es encadré pour ça? Alors, le stage, il y a 2 manières. Donc, soit on peut le faire si on a déjà une idée de stage qu'on veut faire, une boîte où on veut aller, un endroit où on veut aller, et qu'on trouve un stage tout seul. En fait, on peut s'organiser comme ça. Et après, sinon, il y a un espèce de répertoire avec tous les stages où les étudiants des promotions de la Digital Tech Fair, des promotions précédentes, ont fait leur stage, et où souvent les entreprises sont restées en contact avec le programme de césure. Et du coup, on peut candidater à ces stages. Moi, c'est comme ça que j'ai eu le mien. Du coup, c'était à Thales. C'est le labo de recherche de Thales en IA à Montréal. Et donc, ça permet ça ne nous assure pas d'être embauché tout de suite, mais ça nous permet de sauter, par exemple, des premiers processus de recrutement. Puisque dans les grosses boîtes, ça peut commencer par soit directement des RH qui choisissent purement, qui font un premier tri sur des critères que je ne connais pas, mais qui font un premier tri et qu'on ne passe pas. Ça nous permettrait de passer ce premier stade et d'arriver directement entre les mains de nos futurs maîtres de stage. Donc, ça facilite bien le recrutement. Et il peut aller ça peut aller dans de toutes petites startups jusqu'à des très grosses boîtes comme Amazon, Google. Sachant qu'il faut s'y prendre à l'avance. Plus la boîte est grosse, plus souvent il faut s'y prendre à l'avance. Mais on était bien encadré pour trouver ces stages. Et donc là, une fois que la formation Digital Taker sera terminée, quels sont tes projets futurs? Et du coup, l'année prochaine, je vais partir sur le M2 Data Science, qui est en tandem avec Paris-Saclay et l'IPP. Et ensuite, je me verrais bien faire une thèse. C'est quelque chose qui me botte pas mal. Mais à voir, en fonction de comment se déroule le stage à Montréal, faire une thèse plutôt en entreprise ou dans le public. Et, et derrière, je sais pas, c'est pas très clair entre J'aimerais bien faire de la recherche, ça c'est sûr, en IA. Mais je ne sais pas très bien entre de la recherche publique ou la recherche privée. C'est pas encore défini. Je me D'accord. laisse le choix.
D'accord. Et finalement, une dernière question. La formation Digital Techier, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que ça a changé ta perception des choses? Ça a changé un petit peu la façon dont tu voulais t'orienter? Qu'est-ce que ça t'a le plus, en fait, de cette Ben, le formation? plus, je dirais, le premier gros plus, c'était de rencontrer de nouvelles personnes qui sont toutes fortes, pas forcément dans les mêmes domaines, mais qui ont tous toutes leur plus à apporter. Et du coup, ça m'a permis, au niveau, que ce soit au niveau maths informatique, de m'améliorer, mais même au niveau humain, c'était super sympa. Et bah, ça m'a appris, moi, c'était ce que je recherchais, c'était faire gérer des projets ensemble, gérer des choses qui se passent plus ou moins bien. Tout n'est pas toujours tout rose, mais d'apprendre à gérer ça, à gérer aussi les relations avec des clients qui peuvent être pas simples. Si le client change d'avis en plein milieu du projet, pouvoir recadrer, des choses comme ça, c'est toujours des trucs sympas. Et puis, mais ça m'a donné plutôt moi, plutôt une bonne image de la vie en entreprise et c'est les gros plus, je dirais, de cette première moitié. Après, il faut que je vois pour le stage comment ça va se dérouler. Je n'ai pas encore commencé. D'accord. Bah, écoute, Nicolas, un grand merci pour ce partage d'expérience et puis très bonne continuation à toi. Merci, merci à toi.